présentation du ciel que nous voyons au printemps. Et donc, je rappelle que le ciel, donc les astronomes divisent le ciel en saisons. Donc, il y a le ciel de l'hiver, du printemps, de l'été et de l'automne, parce que justement, la Terre donc tourne autour du Soleil en une année. Et donc, tous les ans, à la même date, on se retrouve bien sûr devant les mêmes étoiles. Donc, tous les ans, au printemps, on voit les mêmes étoiles et donc les mêmes constellations, hein. Donc, ce que je présente là dans cette vidéo, vous pouvez la regarder en replay sur la chaîne YouTube et le regarder tous les ans au printemps, donc en mars, avril, mai, et vous retrouverez sur le ciel toujours ces constellations, hein, on voit les mêmes constellations à chaque saison. Donc tous les ans au printemps, on voit les mêmes constellations. C'est ça que je voulais dire, hein. Donc on va accélérer un petit peu le temps pour se retrouver donc ce soir en début de nuit. Donc le soleil va se coucher. Voilà qui est fait. Hop, les étoiles commencent à apparaître. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Alors, on est vers 22h, 22h30. On va se mettre aller à 22h30 à peu près. Peut-être un petit peu avant. Voilà. En début de nuit comme ça. 22h, c'est bien. Eh bien, on va commencer par regarder le ciel du printemps, le ciel vers l'horizon nord. Et vers l'horizon nord, on va chercher les trois constellations les plus célèbres, la Grande Ourse, la Petite Ourse et le W de Cassiopée. Alors, si là on regarde ce qu'on voit en ce moment très bas vers l'horizon nord, si on regarde dans cette partie du ciel, on ne reconnaît pas les 7 étoiles caractéristiques de la Grande Ourse, de la fameuse grande casserole. Par contre, ce que l'on voit ici, c'est les 5 étoiles les plus brillantes qui dessinent le W de Cassiopée. Donc si Cassiopée est visible ici assez bas sur l'horizon nord, ça veut dire qu'à l'opposé, en face du W de Cassiopée, on va trouver l'étoile polaire, qui est ici. Et donc la Grande Ourse, elle est encore plus haute. Donc en ce moment, en début de nuit, eh bien, il faut chercher vraiment la Grande Ourse très très haut dans le ciel. Et vous voyez, on la retrouve ici complètement à l'envers. Et vu sa hauteur, alors je rappelle que par exemple, si on clique sur une étoile, la stellarium va nous indiquer la hauteur de l'étoile. Donc vous avez ici voilà, ce qu'on appelle l'azimut et la hauteur. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la hauteur, c'est-à-dire l'angle formé au-dessus de l'horizon par l'étoile. Et cette étoile de la Grande Ourse, ici, elle est à 77 degrés de hauteur, hein. Je vous rappelle que le zénith, c'est 90 degrés de hauteur. Donc, si on regarde l'étoile juste au-dessus ici, vous voyez, on est déjà à 82 degrés de hauteur. Donc, on est presque au zénith. Donc, autant dire que ce soir, en début de nuit au printemps, la Grande Ourse, il faut vraiment la chercher donc très très haut dans le ciel. Elle est pratiquement au zénith, hein. Alors, on va faire apparaître les dessins pour que vous puissiez la reconnaître, hein. Donc, on voit bien ici la Grande Ourse. Donc là, sur le logiciel, elle se présente à l'envers, hein. Mais vous reconnaissez bien donc ici les 4 étoiles qui forment le récipient de la casserole. Le manche de la casserole est ici, hein. Et puis avec vraiment de l'imagination, on peut chercher à dessiner l'ours, puisque le triangle ici, c'est la tête de l'ours, hein. Je rappelle que l'étoile ici s'appelle Musida. Vous voyez, c'est marqué ici en haut, hein. Musida, c'est le museau de l'ours, hein. Donc le triangle forme la tête de l'ours. Et puis les étoiles qu'on a en dessous, on a deux petits triangles en dessous de la casserole. Et ce sont les pattes, hein, la patte avant et la patte arrière de l'ours. Voilà, hein. Donc vous avez là le dessin complet de la grande ours, hein, mais on peut s'en tenir uniquement aux 7 étoiles qui forment la grande casserole. C'est déjà pas si mal. Alors si on a la grande casserole, hop, je rappelle qu'on prend donc le bord de la casserole. Donc le bord, c'est la branche ici, qui est à l'opposé du manche de la casserole, hein. Donc on prend le bord de la casserole, on le reporte de 5 fois l'écart qui sépare donc les deux étoiles. Donc on compte, hein, 1, 2, 3, 4 et 5. Et normalement, on tombe ici. Alors forcément, il y a voilà, il y a Monsieur Elon Musk qui m'embête, puisque j'ai un satellite Starlink qui est encadré sur Stellarium, mais c'est pas ce que je voulais vous montrer. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ici l'étoile polaire. Voilà, hein. Donc si on prend donc le bord de la grande ours, on le plonge de 5 fois, on trouve l'étoile polaire, hein. Et si on a l'étoile polaire, vous voyez qu'on a la petite ours, puisqu'ici on a le dessin de la petite casserole qui se redessine, hein. Et je rappelle, le moyen mémotechnique, c'est que si la grande ours est une casserole, eh bien le manche de la petite ours, comme c'est un manche assez long, on pourrait imaginer que c'est une sorte de louche. Et vous voyez que la louche est toujours courbée pour plonger dans la grande casserole, hein.
vous retrouverez toujours la petite ours en train de plonger justement vers la grande ours. Alors je rappelle aussi donc la particularité de l'étoile polaire. L'étoile polaire est une véritable étoile comme le Soleil. Toutes les étoiles sont des astres comparables au Soleil. Ce sont d'énormes sphères de gaz extrêmement chaudes, capables de produire leur propre lumière. Hein. Donc si on voit les étoiles dans le ciel, c'est parce que les étoiles nous envoient de la lumière. Chaque étoile nous envoie sa propre lumière. Hein. Et l'étoile polaire, elle est polaire, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du pôle nord de la Terre. Hein. Donc comme la Terre elle tourne sur elle-même en 24 heures autour du pôle nord, ben, le pôle nord, lui, est un point fixe sur la Terre, hein, il ne bouge pas. Et donc une étoile dans le ciel qui serait exactement au-dessus du point du pôle nord, et bien cette étoile se retrouve parfaitement immobile. Hein. Donc si on avance un petit peu dans le temps, on s'aperçoit que si on laisse voilà, la Terre tourner sur elle-même, on a l'illusion que c'est le ciel qui tourne et on voit toutes les étoiles tourner autour de l'étoile polaire. Donc l'étoile polaire est en quelque sorte le pôle nord du ciel, hein, c'est le point du ciel exactement au-dessus du pôle nord de la Terre. Et donc cette étoile reste parfaitement immobile dans le ciel. Donc une fois qu'on l'a repérée, eh bien si on regarde la direction qui se situe en dessous de l'étoile polaire, c'est toujours la direction du nord. Hein. Alors, je précise tout de même, je sais que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos et vous n'êtes pas forcément en France métropolitaine. Je sais qu'on a des personnes qui nous suivent depuis notamment le Canada. Alors pour ce que je raconte là, au Canada, ça n'y a pas de grand changement, ça reste à peu près valable. Par contre, pour les personnes qui nous suivent et qui habitent le nord de l'Afrique, hein, je pense notamment à tous ceux qui habitent au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, et vous êtes nombreux aussi à me suivre et à vous abonner à ma chaîne, et je vous en remercie. Alors là, attention, comme vous êtes beaucoup plus bas en latitude sur la Terre, vous voyez l'étoile polaire plus basse dans le ciel. Hein. Et donc c'est pareil pour la grande ours, tout ce que je raconte là, vous le voyez beaucoup plus bas dans le ciel si vous êtes dans le nord de l'Afrique, par exemple. Et donc, il se peut, je n'ai pas vérifié, mais il se peut qu'il y ait donc quelques petites différences. Hein. Donc, mais j'ai prévu de faire une vidéo qui expliquera justement l'évolution du ciel en fonction des lieux où on habite sur la Terre. Hein, ce qui permettra de corriger un petit peu tout ça. Donc attention, si, voilà, si vous n'habitez pas forcément en France métropolitaine, il peut y avoir des petits changements par rapport à ce que je raconte ici. Hein. Donc on a vu donc la grande ours, on a repéré la petite ours avec l'étoile polaire. Hein. Alors je vais peut-être me replacer quand même au début de la nuit à 22 heures, ça sera mieux. Hop, voilà. On se replace au début de nuit au printemps. Hein. Et donc si on continue cet alignement de la grande ours, on passe par l'étoile polaire, et bien de l'autre côté, on retrouve ici le fameux W de Cassiopée. Hein. Donc tout à l'heure j'étais parti à l'envers. Voilà, mais vous le voyez, c'est très simple. Si on a le W de Cassiopée, eh bien de l'autre côté, on a l'étoile polaire et à l'opposé la grande ours. Et inversement, hein, si vous avez la grande ours, vous avez en fait, comment vous dire, le W de Cassiopée, c'est le symétrique de la grande ours par rapport à l'étoile polaire. Voilà. Donc si on a la grande ours d'un côté, il y a forcément le W de Cassiopée de l'autre. Donc là, au printemps, c'est l'inverse. Alors, très bas sur l'horizon nord, vous avez le W de Cassiopée. Donc, ça veut dire que la grande ours, au printemps, vous la trouvez au zénith en début de nuit. Hein, je précise toujours, là, nous sommes au début de la nuit, vers 22 heures, au printemps, à la fin du mois d'avril. Hein. Voilà. Donc ça, c'est les trois constellations les plus faciles à repérer. Hein. En France métropolitaine, on dit qu'elles sont circumpolaires. Hein. Ça veut dire que quand on laisse la Terre tourner, ben on voit que ces constellations vont décrire un cercle complet en 24 heures autour de l'étoile polaire. Hein. Et quand ces étoiles vont être au plus bas sur l'horizon, comme ça va bientôt être le cas là du W de Cassiopée, eh ben on voit que le W de Cassiopée reste tout de même assez haut dans le ciel pour ne pas passer en dessous de l'horizon nord. Donc ces étoiles ne vont jamais se coucher. Hein. Donc comme ces étoiles ne se couchent jamais, qu'elles tournent en 24 heures tout le temps autour de l'étoile polaire et donc elles restent tout le temps visibles dans le ciel, eh bien on appelle ça des constellations ou des étoiles circumpolaires, hein, tout simplement. Alors, ça c'était donc le démarrage. Hein, je rappelle qu'on démarre toujours une soirée d'observation en cherchant donc ces trois principales constellations. Et maintenant, donc on attaque les constellations réellement du printemps.
et on va donc aller les chercher plutôt vers l'est. Hein. Donc les constellations du printemps, elles sont en train de se lever. Donc se lever, c'est comme pour le Soleil, c'est des constellations et des étoiles qui se situent vers l'est. Alors, au printemps, notre repère, c'est la grande casserole, la grande ours. Hein. On prend le manche de la grande ours, qui est arrondi, vous le prolongez, vous prolongez la courbe, et vous tombez, vous voyez, sur une étoile très brillante. En fait, c'est l'étoile la plus brillante du ciel au printemps. Elle s'appelle Arcturus. Hein. Alors, hop, c'est la brillante étoile qui est toujours derrière le manche de la grande ours. Hein. Donc Arcturus, qui fait partie d'une constellation, vous le voyez, elle est en train de se dessiner. Cette constellation a la forme vaguement d'un cerf-volant. Hein. Moi, j'aime bien dessiner aussi un cornet de glace, mais ça, c'est parce que je suis gourmand. Donc, vous avez le cornet là, qui fait une pointe de l'étoile Arcturus. Hein. Et puis au-dessus, ici, ça serait la glace, une boule qui serait au-dessus. Hein. Mais en fait, vous avez une sorte de grand cerf-volant comme ça, qui est toujours derrière la grande ours. Hein. Alors, en fait, Arcturus, c'est un nom qui vient du grec. Ça vient de Arctos en grec. C'est pour ça qu'il y a un C hein, dans le nom. Arctos en grec, c'est écrit avec un K. Et ça veut dire l'ours, justement. Donc Arcturos en grec, ça veut dire le gardien de l'ours. Hein. Donc c'est l'étoile brillante qui surveille l'ours, en fait, puisqu'elle est toujours derrière la grande ours. Hein. Donc ça, c'est le moyen mémotechnique pour la retenir. Et donc le nom de cette étoile a donné le nom à la constellation, parce que la figure qui est ici, qui ressemble à un cerf-volant, en fait, elle représente un personnage, un bonhomme qui surveille l'ours et qu'on appelle en français le bouvier. Alors, j'essaie de vous le dessiner parce que on se demande comment on a pu imaginer le personnage. Donc, le voici. Vous voyez ce bouvier en train de surveiller la grande ours. Voilà. Et donc, ce bouvier, alors c'est un peu curieux parce qu'en français, un bouvier, c'est le gardien des bœufs. Donc là, le bouvier a changé de vocation puisqu'il est devant les deux ours, donc il surveille la grande ours et la petite ours. Hein. Le bouvier pourrait très certainement avoir son origine dans la mythologie plutôt romaine, puisque les Grecs, vous voyez une grande ours comme elle est dessinée là sur la carte, mais les Romains, à la place des 7 étoiles de la grande casserole, ils voyaient 7 bœufs. 7 bœufs qui tournaient en rond autour du pôle nord céleste. Je ne vais pas dire l'étoile polaire, parce qu'à l'époque, il y a 2000 ans en arrière, près de l'an 0, l'étoile polaire n'est pas polaire. Hein, je rappelle à cause du phénomène de précession des équinoxes dont je vous ai parlé dans une précédente conférence. Donc le mouvement de précession fait que l'étoile polaire n'est pas toujours polaire. Donc à l'époque romaine, les Romains voyaient 7 bœufs de labour qui tournaient en rond autour du pôle nord céleste, hein, et les 7 bœufs de labour étaient représentés par les 7 étoiles de la grande casserole. Donc ce bouvier pourrait très bien être le gardien des 7 bœufs, hein, et donc cette constellation pourrait très certainement avoir une origine romaine. Je rappelle que si on fait un petit peu d'étymologie, hein, si vous avez mon livre sur les mots de l'astronomie, j'ai mis dedans que le mot septentrion, hein, bah, ça vient de la grande ours, justement, ça vient des 7 bœufs des Romains, parce que 7 bœufs en latin, ça se dit septentriones. Voilà. Et donc, on a tiré de là le mot septentrional, qui désigne donc tout ce qui se trouve vers le nord. Hein. Et dans la même logique, l'étoile Arcturus a donné son nom à l'océan de la Terre qui est au pôle nord, donc l'océan Arctique, et donc bien sûr son opposé, l'Antarctique, hein, puisque donc au départ Arcturus veut dire le gardien de l'ours, et puis ensuite, comme cette étoile brillante tournait toujours près du pôle Nord, eh bien son nom a été modifié pour désigner en fait ce qui a un rapport avec le pôle. Et donc c'est pour ça que l'océan du pôle Nord de la Terre, ça est appelé l'océan Arctique, ça vient directement de l'étoile Arcturus. Et puis, pour les plus anciens qui ont connu les débuts des mangas à la télévision, vous avez peut-être souvenir de Goldorak. Hein. Et dans Goldorak, le pilote de Goldorak, il s'appelait Arctarus, qui est en fait le nom francisé de Arcturus. Hein. Alors que Arcturus est déjà le nom francisé de Arcturos en grec. Vous voyez. Donc Arctarus, hein, le pilote de Goldorak, doit son nom justement à cette étoile brillante du ciel du printemps. Hein. Allez, puis une dernière pour la route.
sachez également que donc Arcturus a donné a donné le prénom masculin Arthur. Voilà. Parce que Arthur, ça signifie le roi des ours. Et c'est en celte. Donc quand on était chez les Celtes, quand on était le roi des ours, on s'appelait Arthur, donc le fameux roi Arthur, ça ne s'invente pas, hein. On est le chef de la tribu. Voilà, c'est ça que ça veut dire chez les Celtes, hein. Donc vous voyez tout ce qu'on doit finalement à l'étoile Arcturus, hein, la gardienne de la grande ours. Donc dans la constellation du Bouvier, hein, qui a cette forme de cerf-volant. Alors, on va continuer sur cette logique. Je vais enlever le dessin pour le moment, voilà. On va juste garder les lignes. Hop, on écarte encore un petit peu. Alors, vous voyez, on repart toujours de la grande ours. On repart du manche de la grande casserole. On suit la courbe, on trouve l'étoile Arcturus. Ça, vous ne pouvez pas la louper. Puis ensuite, vous continuez cette courbe en passant par l'étoile Arcturus. Vous descendez en dessous et vous tombez là sur une autre étoile, alors un tout petit peu moins brillante, mais elle domine quand même cette région du ciel parce qu'il n'y a pas grand-chose qui brille très fort autour. Et bien là, vous avez l'étoile qui s'appelle Spica. Alors Spica, pour le coup, c'est un nom latin, et ça, il faut le signaler parce qu'il y a très peu d'étoiles qui portent des noms latins officiellement, hein. Donc vous voyez son nom arabe qui est Azimec, voilà, c'est noté ici, hein. Mais on la connaît plus sous son nom latin de Spica, c'est-à-dire l'épi. L'épi de la Vierge, parce que cette figure qui est en train de se dessiner et qui ressemble strictement à rien, vous voyez, pour voir une jeune fille là-dedans, il faut vraiment beaucoup d'imagination, hein. Eh bien, c'est la conception de la Vierge, hein. Donc la Vierge, ça doit dessiner une jeune fille qui tient un épi de blé dans ses mains et qui annonce l'arrivée du printemps. Alors, de cette constellation de la Vierge, on pense, à l'origine en tout cas, que c'est très certainement l'étoile Spica qui a servi de base, notamment chez les Mésopotamiens, pour marquer la constellation. Et par la suite, on a eu le besoin de personnifier cette constellation. Et donc, on a essayé de bricoler avec les étoiles autour le dessin de la jeune fille, hein. Donc, c'est là où il fallait beaucoup d'imagination. En fait, l'étoile Spica, donc elle doit son nom à un repère du calendrier, puisque quand on la voyait se lever dans le ciel au début de la nuit, eh bien, elle annonçait le début des moissons. Voilà, donc c'était l'épi, c'était le moment où, quand on la voyait dans le ciel, eh ben, elle annonçait le moment où il fallait commencer à récolter le blé. Voilà. Et donc je rappelle que historiquement, on a d'abord repéré les étoiles et les constellations pour avoir des repères calendaires, hein. Donc généralement, dans cette constellation de la Vierge, on repère surtout l'étoile Spica et le grand losange qu'on a ici. Vous voyez, on part sur cette étoile-là, sur celle qui est tout en haut ici. Voilà, et après on redescend comme ça. Et généralement, c'est ce qu'on voit, hein, on voit ce grand losange comme ça. Après, le reste, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Et je vais vous donner le nom de l'étoile brillante qui est à l'opposé de Spica, c'est-à-dire celle-ci. Elle s'appelle Vindématrix. Ça ne s'invente pas, Vindématrix, hein. Et c'est aussi un nom latin, et ça veut dire la vendangeuse. Parce que c'est pareil, cette étoile a servi de repère chez les Romains notamment, pour annoncer la période des vendanges du raisin, hein. Donc elle a continué à garder ce nom, donc c'est la vendangeuse, donc en latin Vindématrix, hein. Et je vous dessine donc ce personnage de la Vierge, hein, vous voyez, cette jeune fille, où là, par contre, c'est vraiment tiré par les cheveux, hein, il faut beaucoup, beaucoup d'imagination pour réussir à voir cette constellation. Alors la Vierge est une constellation qui est souvent associée donc aux saisons. Si on la relie dans la mythologie grecque, alors il y a toujours plusieurs versions, vous savez, hein, la mythologie grecque, il y a autant de versions qu'il y a d'auteurs. Alors moi j'ai une version que je connais et que j'aime beaucoup, c'est celle qui raconte que ce personnage serait en fait Perséphone. Et Perséphone, alors c'est la fille de Déméter. Déméter, c'était la déesse de la nature, hein. Donc quand Déméter était contente, eh bien il faisait beau, c'était l'été sur la terre. Et quand Déméter est triste, bah, il pleut ou alors l'hiver s'installe sur la terre. Et donc Perséphone, c'est sa fille. Et Perséphone, elle est enlevée par Hadès. Alors Hadès, c'est le dieu des morts, hein, et c'est le seul dieu grec qui ne vit pas sur l'Olympe. Hadès, il vit dans le royaume souterrain, hein, au royaume des enfers. Alors des enfers dans la version grecque, bien sûr, hein. Et donc il a enlevé Perséphone pour qu'elle devienne sa femme. Et donc du coup, Déméter est triste d'avoir perdu sa fille. Et un hiver terrible s'abat sur la terre, à tel point que les hommes ne peuvent plus cultiver. Donc Zeus doit intervenir, et ça tombe bien puisque Hadès c'est son frère, et donc Zeus intervient et il coupe la poire en deux, et donc le deal est le suivant,
Pendant 6 mois de l'année, bah, Perséphone vivra avec son mari aux enfers. Et puis pendant les 6 autres mois de l'année, eh bien, elle vivra sur l'Olympe avec sa mère. Voilà. Et c'est ce qu'on constate tous les ans au printemps. Quand on voit la constellation de la Vierge comme ça, qui sort de l'horizon vers l'est, eh ben, elle symbolise qu'elle sort des enfers pour remonter sur l'Olympe et rejoindre sa mère. Du coup, Déméter est contente, et vous l'avez remarqué, dehors, le printemps s'installe. Voilà. Ça va durer comme ça pendant à peu près 6 mois, et au mois de septembre, on verra le phénomène inverse. En début de nuit, la Vierge sera en train de se coucher vers l'ouest, donc elle redescendra vers les enfers, rejoindre son mari Hadès, et du coup, Déméter sera triste, et l'hiver va s'installer. Donc vous voyez que c'est une constellation qui finalement a toujours marqué comme ça les saisons, et elle a toujours annoncé, on l'a vu avec Spica la moisson, Vindématrix les vendanges, hein. C'est une constellation qui a toujours marqué le calendrier et notamment les saisons, hein. Alors, on continue. Notre repère, je l'ai dit, c'est toujours la Grande Ourse. Donc, on a vu les deux constellations derrière la Grande Ourse avec le Bouvier et la Vierge. Maintenant, nous reprenons les deux étoiles qui servent de repère, qui sont le bord de la Grande Casserole. Si je prends les deux étoiles du bord de la Grande Casserole, on a vu tout à l'heure que si on les plongeait de 5 fois, on trouvait donc l'étoile polaire. Et donc là, on partait plutôt vers la direction du nord. Et bien maintenant, vous allez sous la Grande Casserole. Vous descendez les deux étoiles. Et alors, il faut imaginer que le ciel est courbe, hein, donc normalement, il faudrait tracer une courbe comme ça. Et on tombe sur l'étoile ici, qui s'appelle Régulus. Et Régulus, elle fait partie d'une constellation. Vous voyez, là, on le dessine assez bien. C'est la constellation du Lion. Et je pense que là, c'est peut-être la constellation la plus facile à observer au printemps. Hop, on va l'agrandir un petit peu. Hop, voilà. Hein, et donc, on a bien ici, alors, Régulus. L'arrondi du point d'interrogation ici, c'est la crinière, la tête du lion. Hein. Le corps de l'animal ici, vers l'arrière avec le rectangle. Et puis, vous voyez l'étoile ici qui s'appelle Denebola, c'est la queue du lion. Hein. Alors, généralement, le lion, ça, c'est une figure historique qu'on retrouve dans toutes les civilisations de l'Antiquité. C'est un peu comme les 7 étoiles de la Grande Ourse et puis la constellation d'Orion. C'est des étoiles qui parlent à tout le monde, quelle que soit leur culture. Et toutes les civilisations ont reconnu, ont en tout cas rassemblé ces étoiles à peu près sous cette forme-là. Et généralement, on a toujours associé cette constellation à un lion. D'ailleurs, Régulus veut dire le petit roi. Hein, donc c'est le roi des animaux, le lion. Hein. Donc c'est une constellation qui est toujours associée à la royauté, mais aussi au soleil. Parce que 3000 ans avant notre ère, donc 3000 ans avant l'an zéro, hein, chez les Mésopotamiens, quand on voyait le soleil passer devant le lion, parce que vous avez reconnu que le lion, ici, puis derrière, il y a la Vierge, on est ici devant ce qu'on appelle le zodiaque. Hein. Et donc le soleil se déplace dans le ciel devant les constellations du zodiaque, le long d'une ligne imaginaire qu'on appelle la ligne écliptique. Je vais vous la faire apparaître pour que ce soit plus simple. Hop, la ligne écliptique, la voici. Voilà. Et donc, au cours de l'année, on voit le soleil qui glisse comme ça, le long de cette ligne rouge, qu'on appelle l'écliptique. Hein. Et donc, il arrive un moment donné où on voit le soleil passer devant la constellation du lion. Et donc, en moins 3000, eh bien, le soleil passait devant le lion le 21 juin, c'est-à-dire le jour du solstice d'été. Voilà. Et donc, c'est une constellation qu'on associe toujours à la chaleur, à la puissance du soleil, à la puissance de l'animal, le lion. Hein. Et donc, c'est une constellation qui a toujours eu ce symbole très très fort de la chaleur associé à l'été ou associé au roi des animaux. Hein. Alors, hop, si j'agrandis un petit peu, donc on a vu l'étoile Régulus qui veut dire donc le petit roi, hein, le roi des animaux. Et on a à l'opposé l'étoile qui s'appelle Denebola ici. Et Denebola, c'est un nom arabe. Je rappelle qu'à peu près 80%, alors il y a 300 à 400 étoiles qui portent réellement un nom, d'accord, hein. Et sur ces 300 à 400 étoiles qui portent vraiment un nom, il y en a à peu près 80% qui ont des noms arabes, d'accord. Je rappelle que on a gardé traditionnellement les noms arabes des étoiles. Les noms arabes d'étoiles, on les doit aux astronomes arabes du Moyen Âge. Hein.
Et c'est à ce moment-là que cette notation arabe va s'imposer en astronomie. Donc Denebola, si vous connaissez un petit peu les noms des étoiles, ça vous rappelle le nom de l'étoile Deneb. Deneb, c'est une étoile très brillante qu'on voit en été et qui est justement la queue du cygne, de l'oiseau, la constellation du cygne. Hein. Et donc à l'origine, Deneb en arabe, ça veut même dire la queue de l'oiseau ou la queue de la poule, parce qu'on n'a pas toujours vu un cygne, on voyait souvent une poule. Hein. Et donc à partir de là, eh ben, cette étoile a donné son nom à toutes les étoiles qui forment la queue d'un animal dans les constellations. Donc Deneb, c'est la queue, et donc vous voyez là, la queue du lion, elle se dit Denebola. Et puis vous avez par exemple une étoile qui s'appelle Deneb Kaitos. Kaitos, c'est la baleine. Donc l'étoile Deneb Kaitos, c'est la queue de la baleine. Voyez. Donc généralement, la plupart des étoiles qui forment la queue de l'animal dans une constellation vont s'appeler Deneb plus une extension pour préciser l'animal. Hein. Donc ici, Denebola, la queue du lion. Alors, hop là, on a vu là les plus faciles et les principales constellations du printemps. Donc je rappelle que le repère au printemps, c'est la grande ours. Toujours en dessous de la grande ours, on a le lion. Donc tant que la grande ours n'est pas assez haute dans le ciel, vous ne pouvez pas voir le lion puisqu'il va se trouver sous l'horizon. Hein. Derrière la grande casserole, vous trouvez donc l'étoile Arcturus et la constellation du Bouvier. Et en dessous du Bouvier, on trouve l'étoile Spica, ici, hein, et donc vaguement le grand losange de la Vierge. Hein. Mais pour localiser la Vierge, vous voyez, vous avez l'étoile Spica, le lion qui lui est très reconnaissable, c'est une figure très caractéristique sous la grande ours, donc généralement vous allez le repérer sur le ciel. Le Bouvier avec Arcturus, ça se repère aussi très bien, très facilement. Et donc, une fois que vous avez le Bouvier et que vous avez le lion, coincé entre les deux, hein, vous allez deviner la région où on voit la constellation de la Vierge, même si vous n'arrivez pas forcément à dessiner la jeune fille avec. Hein. Donc là, on a vu les 3 constellations les plus faciles du printemps. Après, ça se complique. Ça se complique puisque les autres constellations du printemps, elles se trouvent ici en dessous de l'écliptique, en dessous du lion et de la Vierge. Alors, on va commencer peut-être par les 4 étoiles qu'on voit ici, qui forment une sorte de trapèze en dessous de la Vierge. Ça se voit assez bien, mais au premier coup d'œil, vous n'avez pas deviné que c'est une constellation parce que ça ressemble à rien, c'est juste un trapèze. Voyez. Et ça, c'est la constellation du Corbeau. Hein, alors vous allez me dire, comment on a fait un oiseau avec ça, hein. Donc si vous ne me croyez pas, je vous mets le petit dessin, vous voyez. C'est bien la constellation du Corbeau qui se trouve ici. Et le Corbeau, alors lui on le voit assez bien parce qu'on voit les 4 étoiles qui forment le trapèze, donc toujours en dessous de la Vierge. Hein. Et il est associé à une autre constellation qui est juste à côté, mais qui est beaucoup plus difficile à voir. C'est la constellation de la Coupe. Alors une coupe comme un verre, hein, pour boire. Hein. Et donc la coupe, on la devine un petit peu ici avec l'arc de cercle, comme ça, qui serait donc le récipient de la coupe. Et puis en dessous, ici, on aurait avec les 4 étoiles le pied pour poser la coupe. Je vais vous la dessiner. Hop, je vais vous enlever le dessin. Voilà. Hein. Voilà à quoi ressemble la constellation de la coupe. Alors pour le coup, on voit vraiment une coupe. Hein. À côté, le corbeau, c'est juste un trapèze. Et donc ces 2 constellations sont associées dans une seule légende. On raconte que le corbeau, à l'origine, dans la mythologie grecque, était un oiseau tout blanc. Et que le dieu Apollon lui avait demandé d'aller lui chercher du vin pour boire. Donc le corbeau aurait pris la coupe dans son bec, et puis en chemin, il a été distrait, et notamment, il a mangé toutes les cerises qui étaient sur un cerisier. La journée est passée, le soleil s'est couché, et le corbeau se rend compte qu'il est trop tard, et que quand il va revenir avec sa coupe devant Apollon, eh bien la coupe est toujours vide. Et donc Apollon, étant très mécontent du corbeau, eh bien, pour le punir, il a décidé qu'il serait un oiseau tout noir, et que du coup, tous ses descendants seraient noirs aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les corbeaux de la Terre sont noirs. Hein. Donc c'est un mythe mineur, hein, de la mythologie grecque, voyez, mais qui a le mérite de se retrouver immortalisé parmi les constellations. Hein. Donc on a ici donc la coupe et le corbeau qui traînent toujours en dessous de la constellation de la Vierge. Et puis la dernière constellation que je voulais vous présenter ce soir, eh bien, elle est juste à côté. Alors, on la repère parce que c'est la constellation la plus longue du ciel. C'est un serpent, donc qui s'étend complètement en dessous du lion et de la Vierge, et en dessous donc de la coupe et du corbeau. On le repère parce que il démarre ici au niveau du lion, en dessous du lion, vous voyez.
on a cette petite boucle comme ça ici, et après ça fait une courbe comme ça, vous voyez, une petite boucle, une courbe, et on arrive sur l'étoile brillante qui est là. Puis après c'est compliqué, parce qu'après il faut suivre les étoiles qui serpentent comme ça, pour dessiner la constellation de l'Hydre. Donc je vous la dessine, la voici. Hein. Donc c'est là, si vous arrivez à la voir, chapeau, hein, parce qu'elle est quand même extrêmement compliquée à dessiner. Hein. Donc on a ce grand serpent comme ça, qui se promène, et qui est souvent associé à l'Hydre de Lerne. Vous savez, c'est l'un des 12 travaux d'Hercule. En fait, on a ici, vous voyez, le lion. Alors le lion, généralement, on pense que c'est le lion de Némée, qui était donc le premier des 12 travaux d'Hercule. Donc en tout cas, comment vous dire, le lion, je vous l'ai dit, c'est une constellation extrêmement ancienne, qui a servi de repère notamment pour les solstices d'été dans l'Antiquité. Hein. Donc on a depuis très très longtemps vu un lion dans ces étoiles. Et une fois qu'il y aura cette transmission du savoir vers la Grèce, il est très probable que comme on voyait un lion, eh bien les Grecs ont raccroché là-dessus le lion le plus connu, qui était le lion de Némée, donc le premier des 12 travaux d'Hercule. Hein. Et donc en dessous, on a reconnu dans l'hydre, eh bien l'hydre de Lerne, hein, qui serait en fait donc l'un des 12 travaux d'Hercule. Vous savez, si on lui coupe la tête, il y en a plusieurs qui vont repousser. Hein. Alors effectivement, je vois Patrick qui précise, et il a raison, que aujourd'hui on appelle cette constellation l'hydre femelle, car il existe une constellation de l'hydre mâle qu'on ne voit pas chez nous, hein, qui est dans l'hémisphère sud. Donc chez nous, tant que vous restez en Europe, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a deux hydres qui se promènent dans le ciel. Donc l'hydre femelle, en fait, donc, est celle qui est associée au mythe d'Hercule. Et en fait, on a trois constellations qui sont associées à Hercule, parce qu'on a ici donc le lion qu'on retrouve dans le zodiaque, l'hydre qui est juste en dessous, et la dernière constellation, bah, elle est aussi dans le zodiaque, elle est juste devant le lion. Alors, vous voyez qu'elle est ici, dans cette région-là, où on voit absolument rien qui se détache, hein, c'est des toutes petites étoiles très très discrètes, mais par rapport au lion, qui se reconnaît très bien, et là devant lui, on a deux étoiles brillantes qui sont Castor et Pollux. Donc ici, on a la constellation des Gémeaux qui va se dessiner. D'accord. Hein, donc on voit bien les deux bonhommes, les deux frères jumeaux qui se trouvent dans le zodiaque. Eh bien, il a bien fallu boucher un trou qui se trouvait ici devant, entre les Gémeaux et le Lion. Et quand on a un ciel très très noir et qu'on n'est pas gêné par la pollution lumineuse, eh bien, on remarque qu'en plein milieu des deux constellations, on a ici un petit amas d'étoiles. Et on sait que chez les Mésopotamiens, ben c'est ce petit amas d'étoiles qui a servi au départ de constellation. Alors cet amas d'étoiles, c'est l'amas qu'on appelle l'amas de la crèche. Hein, on l'appelle aussi M44 dans le jargon, mais l'amas de la crèche. Hein. Et on a vu dans les deux étoiles brillantes qui se trouvent ici, eh bien les deux ânes qui allaient s'abreuver dans la crèche. Voyez. Et c'est resté parce que si on clique sur les noms de ces deux étoiles, eh bien vous voyez qu'elles s'appellent en latin Acellus. Acellus austral, et puis au-dessus, Acellus boréal. Et Acellus, c'est un âne, tout simplement. Donc on a gardé les noms ici des deux ânes, voyez, l'âne du nord et l'âne du sud, boréal et austral, qui vont s'abreuver dans cet amas d'étoiles, qui est l'amas de la crèche. Alors vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec la constellation que je vais vous montrer, puisque en version un petit peu plus large et un petit peu plus étendue, avec les étoiles les plus discrètes qu'on a de chaque côté, eh bien on a dessiné la constellation du Cancer. Et donc on a vu ici un crabe. Voilà. Hein. Et alors vous allez me dire, c'est curieux, parce que vous voyez que dans la constellation du Cancer, donc du crabe, hein, vous avez deux étoiles en latin qui s'appellent les ânes. Vous voyez, donc c'est comme quoi, hein, c'est là qu'on voit que la construction du ciel ne s'est pas faite en un jour, et que surtout c'est un héritage multiculturel. Hein. Donc il semblerait que chez les Mésopotamiens, on ait déjà aussi imaginé une sorte de crabe à cet endroit-là. Et ce crabe, donc il est lié à la mythologie grecque. Il n'y a aucun rapport entre les ânes et le Cancer, hein, d'accord. Le mythe des ânes et de la crèche, c'est un mythe qui appartient à une civilisation, et le dessin du Cancer, du crabe, c'est superposé sur les mêmes étoiles. D'accord. Donc c'est un mélange de deux mythes différents. Hein. Il n'y a pas de lien entre les ânes et le Cancer. Hein. Par contre, les Grecs, ils ont associé le dessin de ce crabe, eh bien, au mythe d'Hercule, puisqu'on raconte que Héra, l'épouse de Zeus, qui voulait se venger d'Hercule,
eh bien, elle a demandé au crabe d'aller lui pincer les orteils pendant son combat contre l'hydre de Lerne qui est juste en dessous. Et Hercule était très accaparé par son combat, il n'a pas fait attention et il a écrasé le crabe. Donc pour remercier le crabe de l'avoir servi, Héra lui aurait donné une place dans le zodiaque. Donc ça c'est ce que raconte la mythologie grecque. Hein. L'idée, alors comment on en est arrivé à inventer un crabe à cet endroit-là? Alors il y a une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. J'ai pas eu l'occasion de la vérifier, mais l'idée me plaît beaucoup quand même. Je vous rappelle qu'on est là sur le zodiaque. Et je vous ai dit qu'en l'an 3000 avant notre ère, le soleil était devant le lion au 21 juin, au solstice d'été. 2000 ans plus tard, à cause du mouvement de précession des équinoxes, le soleil a glissé d'une constellation du zodiaque à une autre, et donc vers l'an 1000 avant notre ère, au 21 juin, le soleil se retrouvait devant le cancer. Aujourd'hui, au 21 juin 2020, le soleil est devant les gémeaux. Hein. D'accord, 2000 ans plus tard, c'est encore glissé. Hein. Donc en l'an 1000, en 1000 avant notre ère, le soleil se retrouvait donc devant cette région pour laquelle on va inventer un crabe. Et quand le soleil arrive sur l'écliptique au 21 juin, il est sur sa position la plus haute possible sur sa trajectoire et dans le ciel. Et après, il va redescendre. D'accord? Pour les 6 autres mois de l'année, il va redescendre. Donc, il y aurait une hypothèse qui dit qu'on voit le soleil comme ça qui monte, qui devient stationnaire au 21 juin et qui ensuite commence à redescendre. Eh bien, ce mouvement de haut et de bas du soleil dans le ciel pourrait évoquer la démarche un peu hésitante d'un crabe qui, comme vous le savez, marche de façon latérale. Voilà. Et peut-être que l'idée du crabe serait venue comme ça. Hein. Alors, crabe et cancer, ben, c'est la même chose en fait en grec. En grec, cancer, ça se dit cancri, je crois, ou carcinos, quelque chose comme ça en grec. Hein. Donc, carcinos, c'est un crabe. En fait, en grec, ça désigne même le crabe, un crabe précis, c'est le crabe des rivières. Hein. Et c'est pour ça que la conception du cancer a toujours souffert d'une double représentation, puisque soit on a gardé uniquement que la partie crabe et on a dessiné donc le crabe sur le ciel, et si vraiment on prend ce qui est désigné concrètement par les Grecs le crabe des rivières, c'est en fait une écrevisse. Et c'est pour ça que parfois, à la place du crabe, vous voyez dessiner sur le ciel une écrevisse. Donc vous avez parfois les deux représentations qui apparaissent. Hein. Alors attention à ne pas confondre, parce que si je connais des personnes qui regardent trop vite le zodiaque, confondent l'écrevisse qui remplace le cancer avec le scorpion, qui n'a rien à voir. Hein. Donc ne soyez pas surpris si parfois vous voyez une écrevisse de dessiner, c'est normal, parce que normalement, si on suit vraiment l'étymologie grecque, la constellation devrait représenter une écrevisse. Hein. Donc parfois il y a eu des erreurs de traduction qui ont été faites, notamment au Moyen Âge, quand on a commencé à traduire les ouvrages grecs. Hein, et donc parfois on a gardé que la première partie de l'étymologie du mot, et donc on a gardé uniquement la représentation du crabe. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec ce dessin d'un crabe au milieu du zodiaque. Donc voilà les constellations qu'on peut voir en ce moment au printemps. Hein. Donc si on résume, on est parti de l'horizon nord où on a vu la grande ours, hein, on a vu la petite ours, le W de Cassiopée. Hein. Puis ensuite, on est parti donc derrière la grande ours. Hop. Derrière la grande ours, on a vu le bouvier avec l'étoile Arcturus. Hein. Donc le bouvier a une forme de cerf-volant. En dessous, on a repéré l'étoile Spica et le dessin de la Vierge. Et puis en dessous de l'ours, on a le lion, hein, qui se dessine très très bien. Et puis après, alors si là vous connaissez bien votre zodiaque, si vous avez réussi à dessiner le lion et que vous vous rappelez qu'en hiver on voit les étoiles des Gémeaux, bah, la zone vide entre les deux, c'est le dessin du cancer. Hein. Mais honnêtement, le cancer, c'est des étoiles très 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 peu brillantes, donc vous allez plus le deviner qu'autre chose. Et encore une fois, si le ciel est bien noir, sans lune, sans position lumineuse, ce que vous verrez à l'œil nu, c'est l'amas de la crèche. Hein. Donc le petit amas d'étoiles, lui, sous la forme d'une petite tache floue, on le voit assez bien. Hein. Donc si vous arrivez à le voir, bah, vous savez que là, vous regardez en plein milieu de la carapace du cancer. Hein. Et puis alors, après, si vous arrivez vraiment à repérer le corbeau, la coupe et l'hydre, alors là, c'est vraiment le bonus. Hein.
parce que c'est des constellations qui sont quand même très discrètes. Hein. Regardez, si j'enlève les dessins, vous voyez, ça brille quand même pas très très fort, hein, toutes ces étoiles-là. Hein. Donc le ciel du printemps, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pratiquement les constellations les plus difficiles à repérer. Hein. C'est vraiment la partie du ciel la plus difficile à repérer. Alors Pierre et Janine qui me demandent, et le cocher. Alors le cocher, je ne l'ai pas indiqué parce que le cocher se voit plutôt en hiver. Hein. Le cocher, vous voyez, on va le retrouver. Alors les Gémeaux, ça se voit en hiver. Et le cocher, il est dominé ici avec l'étoile Capella. Alors le cocher, normalement, on le repère avec le taureau. Alors là, vous voyez, le taureau, on le voit déjà quasiment plus. Il est en train de se coucher. Hein. Tout ça, c'est le ciel d'hiver. Hein. Hop. Si je reviens. Alors attendez, ce que je vais faire, je vais tricher un petit peu. Je vais faire ceci. Vous voyez, donc là, on est en plein jour. Hein. C'est pas tout à fait naturel. Je vais enlever l'atmosphère. Voilà. Hein. Et on a ici l'étoile Aldébaran, vous voyez, qui est l'œil du taureau. Je rappelle qu'on l'a vu dans la présentation du ciel d'hiver. Hein. On a le taureau qui dessine ce grand V comme ceci, avec ici l'amas des Pléiades. Le petit amas d'étoiles qu'on voit très très bien en hiver. Hein. Et à partir du moment où on a le taureau, on a le cocher, parce que le cocher, c'est une figure à 5 côtés, donc un pentagone, qui dessine ici, vous voyez, on part de l'étoile commune qui est la corne du taureau, et on dessine ici, vous voyez, le pentagone, comme ceci. Et l'étoile la plus brillante du pentagone, elle s'appelle Capella. Là, on retrouve un petit peu le même bricolage qu'on a eu tout à l'heure, par exemple, pour le cancer ou pour la Vierge. Parce que Capella, si on le traduit, c'est une chèvre. Donc normalement, ici, l'étoile représente une chèvre. Or, le personnage est un cocher, donc le conducteur d'un char. Voyez. Donc comment on se retrouve avec la figure d'un conducteur de char qui tient dans ses mains une chèvre? Et bien là, c'est pareil, vous avez deux mythes qui se superposent. Il y a eu une histoire avec la chèvre Capella, qui était la chèvre nourricière qui a nourri Zeus. Hein. Et puis, alors l'histoire du cocher, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête, mais il faudrait regarder dans quelle histoire on a le cocher, et c'est peut-être pas forcément une histoire grecque, hein, ça peut être un mythe d'une autre civilisation. Et on a eu comme ça un amalgame, un mélange qui s'est fait des deux histoires. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une figure improbable d'un cocher qui tient dans ses bras une chèvre. Donc vous voyez, c'est là qu'on voit, là, encore une fois, le côté multiculturel des constellations. Mais tout ça, je le rappelle, hein, c'est le ciel d'hiver. Hein, donc normalement, le cocher, le taureau, tout ça, là, ça doit être très très bas vers l'horizon ouest. C'est en train de se coucher au début de la nuit. Hein. Alors Patrick qui demande, oui, les objets du ciel profond. Alors ça, c'est si vous avez un télescope, hein, parce que sans télescope, vous ne les verrez pas. Le seul objet du ciel profond qu'on voit bien à l'œil nu au printemps, je vous l'ai dit, c'est M44, là, au centre du Cancer. Hein. C'est un amas d'étoiles comme les Pléiades et qui se voit parfaitement à l'œil nu. Alors après, le ciel du printemps, c'est un ciel qui est plutôt assez pauvre en matière d'objets du ciel profond. En fait, on ne voit que des galaxies. Hein, que des galaxies. Et des galaxies qui sont situées souvent ici en dessous du Lion, sous le Lion. Et puis, derrière, au-dessus du Lion, ici au niveau de la queue du Lion, ce qui va me permettre de vous montrer une autre constellation, mais qui elle est vraiment très très difficile à voir. Hop. Euh, hop, hop, hop. Vous voyez, ici, on a, pareil, on a un bel amas d'étoiles qui se trouve ici. Et avant, on appelait ça la touffe de la queue du lion, parce qu'on avait le lion qui était derrière, et avec sa queue, on avait la terminaison de sa queue qui se finissait sur cet amas d'étoiles ici. Hein. Et aujourd'hui, ça a été raccourci, et aujourd'hui, c'est l'étoile d'Enebola qui fait la queue du lion. Donc la constellation qu'on a ici, où il y a cet amas d'étoiles qu'on voit là, vous voyez, c'est cette constellation qui, bah oui, c'est ridicule, hein, ça fait juste comme ça une équerre, quoi, hein, un angle droit. Et c'est la constellation de la chevelure de Bérénice. Et la chevelure de Bérénice, alors, elle a une histoire assez particulière. La fameuse Bérénice, c'est la Bérénice qui était l'épouse de Ptolémée. Alors, Ptolémée III, hein, pas l'astronome Ptolémée. Une fois qu'Alexandre le Grand est décédé, son territoire a été partagé entre ses différents généraux. Et l'un de ces généraux s'appelait Ptolémée, justement, et ce Ptolémée a décidé de prendre l'Égypte. Et donc, les Ptolémées vont se succéder sur le trône d'Égypte de père en fils, de mémoire jusqu'à Ptolémée XIII, je crois. Hein. Et la dernière descendante des Ptolémées, vous la connaissez, c'est la célèbre Cléopâtre. Donc Cléopâtre est une Ptolémée d'origine grecque, en fait. Ptolémée III, lui, il avait une épouse qui s'appelait Bérénice. Et il part à la guerre, il doit conquérir l'Asie. Et son épouse Bérénice a juré de ne pas se couper les cheveux tant que son mari ne serait pas rentré victorieux de la guerre.
Et donc, elle a tenu sa promesse puisque son mari revient victorieux. Donc, à ce moment-là, elle coupe sa fameuse chevelure et elle l'offre en offrande à la déesse Vénus. Donc, elle va exposer ses cheveux dans le temple de Vénus. Et un jour, cette chevelure a disparu mystérieusement et l'astronome de la cour impériale de l'époque, qui s'appelait comme de Samos, je crois, Cosmo de Samos, il devait s'appeler, voilà. Et eh bien, pour flatter ses protecteurs, il a dit avoir retrouvé la chevelure dans le ciel. Et elle a été accrochée justement derrière la constellation du Lion. Et c'est pour ça que depuis, on voit la constellation de la chevelure de Bérénice. Vous voyez? Alors, je peux vous la dessiner. Hein. Voilà, vous retrouvez ici les cheveux, la fameuse Bérénice qui se promène. Et dans cette chevelure sont accrochées toute une multitude de galaxies. Donc, on a tout plein de petites galaxies qui sont visibles à cet endroit-là. Donc, on a les galaxies du Lion qu'on voit au télescope, là, si on vise en dessous du Lion. Donc, il y a notamment M66 et M65. Et puis après, vous avez tout l'amas de galaxies qui se trouve ici dans la chevelure de Bérénice. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer avec Stellarium. On va regarder. Si on zoome un petit peu. Alors, voilà, on voit ici le trio de galaxies du Lion qui apparaît. Hop, voilà. Hein. Vous voulez... Alors là, il faut un télescope pour voir ça. Hein. Et si vous avez un télescope, vous avez ici donc le triplet du Lion, vous voyez, M66, qui est cette belle galaxie, alors que vous allez voir un peu comme ça au télescope, hein, sous la forme de grandes taches floues un peu laiteuses. Là, vous avez M65 à côté. Voilà. Et si vous avez un grossissement, si vous grossissez pas trop, hein, vous grossissez une centaine de fois au télescope, normalement, ces deux galaxies-là rentrent ensemble dans le même champ de télescope. Hein. Donc, vous les avez à deux en même temps. Et puis au-dessus, il y a celle-ci, voilà. Et celle-ci, elle s'appelle, vous voyez, NGC 3628. Voilà. Ou galaxie du hamburger pour ceux qui sont gourmands. Hein. Mais donc vous avez ces trois belles galaxies qui se voient donc en dessous de, presque en dessous de la queue du lion finalement. Hein. Je rappelle que les galaxies, c'est la même chose que notre galaxie de la Voie lactée. Hein. C'est des énormes disques, généralement en forme de spirale, et chaque galaxie contient à peu près, à la louche, hein, 100 milliards d'étoiles. Donc à chaque fois que vous voyez une galaxie, vous avez à peu près 100 milliards de soleils à l'intérieur. Hein. Donc là, vous avez le triplet du Lion qui se promène ici. Donc vous voyez, juste en dessous de l'étoile Chertan, c'est celle-là qui sert de repère. Il faut pointer en dessous et vous tombez sur le trio de galaxies du Lion. Hein. Normalement, il y en a deux autres qui se promènent ici. Hop, on les voit là. Voilà. Alors là, oui, il y en a quelques-unes qui se promènent. Hein. On les retrouve ici. Ouais. Là, vous avez M96 qui se promène. Vous avez M95 à côté. M105. Vous voyez, hop, celle-ci, elle ne veut pas s'allumer. Vous avez là, hop, le trio de M105 qui est à côté. Ouais. Hein, voilà. Donc, il y a pas mal de petites galaxies comme ça à repérer en dessous du Lion. Hein. Alors, si vous me demandez ce que c'est que le fameux M, hein, le M, c'est Messier. Hein, c'est les objets de Messier. Messier était un astronome qui vivait en France à l'époque de Louis XIV. Louis XV, pardon, Louis XV. Et son truc à Messier, c'était de chercher des comètes. Vous voyez. Et en cherchant avec son télescope des comètes dans le ciel, il n'arrêtait pas de tomber sur ces taches floues qui le gênaient. C'est là qu'on voit que l'astronomie a bien changé, parce que lui, ces taches floues, finalement, ça ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas savoir ce que c'était. Lui, ça le gênait pour observer ses comètes. Et donc, il a commencé à référencer dans un catalogue tous ces taches floues pour ne pas être dérangé, ne pas retomber à chaque fois dessus. Et donc, il a référencé comme ça 110 objets qui sont devenus aujourd'hui les 110 objets les plus faciles à observer au télescope. Hein, et donc, généralement, quand vous voulez démarrer l'observation du ciel profond, vous commencez par les objets du catalogue de Messier, donc de M1 à M110. Hein, et puis, une fois que vous avez fait cela, eh bien, après, vous pouvez vous attaquer aux autres objets du ciel profond qui vont être un petit peu plus difficiles à rechercher. Hein. Donc, tant que vous êtes sur des objets de Messier, donc M quelque chose, vous êtes en bon territoire pour vraiment démarrer votre observation du ciel profond. C'est ce qu'il y a de plus facile à observer. Donc, on a vu ici les deux séries de galaxies en dessous du ventre du Lion. Et puis, alors, normalement, on a toute une série de galaxies qui se trouvent ici dans la chevelure de Bérénice. Hop. Alors, comme c'est pas un endroit où je vais souvent, vous voyez, on en est rempli. Regardez, il y a des belles galaxies ici. Il y a celle-ci, voilà. Ah, il ne veut pas m'indiquer son nom. C'est très fâcheux.
Alors, je ne les connais pas toutes par cœur, hein, vous m'excuserez. Donc, on a une belle galaxie ici. Mais de toute façon, il suffit de viser dans la chevelure de Bérénice, on en a tout plein, hein. Hop, vous voyez, on a ici aussi des beaux amas de galaxies qui se promènent. Alors là, vous en avez, voilà, c'est l'amas de Coma. Coma, c'est le nom latin de la chevelure de Bérénice, hein. Donc, tout l'amas de Coma, vous voyez, voilà, c'est des galaxies à perte de vue, là. Il y en a plein, plein, plein dans le champ de vision, là, hein. Donc, ça fait partie de ces amas de galaxies bien, bien connus, hein. Donc, l'amas de Coma. Et puis j'en ai perdu une que je voulais vous montrer. Où est-ce qu'elle est passée? Hop, on a vu celle-ci. Ah voilà, il y en a une belle qui se présente par la tranche ici. Alors là, c'est une belle galaxie par la tranche. Vous voyez, on voit vraiment, hop, on dirait vraiment une soucoupe volante pour le coup, hein. Et on voit bien qu'une galaxie par la tranche est ultra plat, avec un bulbe central un peu plus épais, hein, vous voyez. Donc là, celle-là, elle est vraiment superbe. Par contre, donc c'est NGC 4565. Alors NGC, c'est pareil, hein. Une fois qu'on a fait le catalogue de Messier, ensuite on a fait le NGC, donc le nouveau catalogue général en anglais, hein. Et alors dans le catalogue NGC, vous avez 10 000 objets, hein. Donc là, vous avez à profusion, hein. Donc 4565, vous voyez, c'est une belle galaxie comme ça dans la mode coma qui se présente par la tranche. Et celle-là, c'est pareil, si vous arrivez à l'observer. Alors le mieux, ça serait quand même d'avoir un télescope avec un système Goto qui pointe automatiquement. Comme ça, vous lui tapez dans les coordonnées, vous tapez NGC 4565, il va vous la viser et vous pourrez l'admirer facilement au télescope. Et elle est très très belle. On voit comme ça un fuseau très très fin, hein, avec un cœur très lumineux. C'est assez sympa à observer. Voilà, puis vous voyez qu'après encore au-dessus, je crois qu'on a encore, voilà, il y en a encore quelques-unes qui se promènent. Hop, vous avez encore ici une belle galaxie qui doit être une galaxie elliptique. Donc ça, c'est des grandes galaxies plus grandes que les spirales, hein, qui ont des formes ovales comme ça, très lumineuses. Hop. Donc là, vous avez toute la série des galaxies de la chevelure de Bérénice. Il y en a encore une ici, vous voyez. Hop. Alors, j'adore les noms qu'ils leur mettent. Vous voyez, galaxie de la Carcoï. Donc il y a un astronome un jour qui a cru voir une carpe là-dedans ou qui était fan de pêche, et du coup, il a donné ce nom-là, vous voyez. Hein, voilà. Voilà, donc vous avez là donc toute une série regardez, il y en a encore ici au-dessus. Hop, je vous dis, hein, la cheval de Bérénice est vraiment connue pour toutes ces galaxies, hein. Donc vous avez encore celle-ci qui se promène, vous voyez. Hop. Mais là, alors, pour observer tout ça, il vaut mieux avoir un système Goto pour les chercher, hein. Bon, alors, à moins que vous voulez vous amuser à chercher après, hein, mais en une nuit, vous pouvez en faire comme ça des dizaines, hein. Donc par contre, il faut vraiment pas de lune, hein. Je rappelle que si à la lune, vous ne verrez pas de galaxie. La lune est très lumineuse. Il faut faire ça avec des ciels très noirs, sans éclairage artificiel, sans lune. Ou sinon, on ne voit pas les galaxies, hein. Voilà, donc la chevelure de Bérénice, hop. Et puis donc les galaxies en dessous du ventre du lion, là, vous avez de quoi faire, hein. Voilà, et c'est les principaux objets du printemps, c'est ça. Le printemps est connu pour ses constellations très difficiles à voir et pour l'observation uniquement de galaxies. C'est une partie du ciel où on ne voit que des galaxies, hein. Voilà, je pense qu'on a déjà fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur le ciel du printemps.